Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par les histoires d'horreur. Ces histoires qu'on aimerait fictives sont pourtant bien ancrées dans la réalité. Une m'a notamment marquée, celle du cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, ou l'histoire d'un enfer, imaginé par un meurtrier maniaque et tortionnaire. Dans cet appartement, 15 jeunes hommes ont trouvé la mort, tous mutilés, torturés, violés, assassinés, dépecés. Un cauchemar macabre, mis en scène par un homme à l'apparence banale. Une histoire que je pensais connaître, mais en me renseignant pour cette vidéo, j'ai découvert la véritable monstruosité des événements qui se sont déroulés durant 13 ans dans l'état du Wisconsin. 22 juillet 1991, des policiers sont interpellés par un certain Tracy Edwards. Il les conduit à l'appartement de Jeffrey Dahmer et découvre une véritable boucherie. Des têtes décapitées, des morceaux humains dans son réfrigérateur, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans son placard, 3 torses masculins dans un tonneau d'acide chlorhydrique et des crânes dans les tiroirs de sa cuisine. Dahmer est immédiatement arrêté et ne prendra même pas la peine de nier ses crimes. Qu'est-ce qui a bien pu mener un homme si banal à commettre un tel carnage? Pour le savoir, revenons là où tout a commencé. États-Unis, 21 mai 1960. Jeffrey Lionel Dahmer naît dans la ville de Milwaukee. Il est le fils de Lionel Herbert Dahmer et Joyce Annette Flint. Le jeune Jeffrey évolue dans une ambiance familiale qu'on peut qualifier de difficile. Sa mère, Joyce, souffre de dépression mentale, ce qui la rend dépendante à la morphine. Son père, quant à lui, absorbé par son travail, ne passe pas beaucoup de temps auprès de sa famille. De son côté, Jeffrey s'intéresse aux animaux morts qu'il dissèque dans la forêt et chez lui. Il les cloue également sur des troncs d'arbres, dont par exemple une tête de chien. Le petit Jeffrey a donc grandi dans un environnement froid et solitaire. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ses parents divorcent en 1978, l'année où il entre à l'université d'État de l'Ohio. Une situation qui ne durera que peu de temps, car le jeune Jeffrey Dahmer, alors âgé de 18 ans, est alcoolique, ce qui lui fera quitter ses études. Son père l'obligera à entrer dans l'armée, mais il sera renvoyé pour les mêmes raisons. De plus, il se découvre homosexuel, ce qu'il cache à ses parents. Et ça peut se comprendre. Déjà qu'aujourd'hui c'est pas accepté par tout le monde, je vous laisse imaginer l'ouverture d'esprit qu'il y avait dans les années 80. Tous ces éléments nous mènent à l'été 1978. Jeffrey Dahmer prend un autostoppeur sur sa route, Steven X, qui se rendait à un concert dans l'Ohio. Il lui offre une bière et lui propose de venir chez lui. Une fois là-bas, l'ambiance est bon enfant. Ils discutent et écoutent de la musique. Le temps passe et Steven demande à Jeffrey de l'emmener au concert, comme c'était prévu. Celui-ci, ne voulant pas le laisser partir, se saisit d'une barre d'haltère et frappe son invité derrière la tête, lui faisant perdre connaissance. Il l'étrangle à mort avant de le déshabiller, le découper en petits morceaux dans son sous-sol et l'enterrer dans son jardin. La police ne retrouvera jamais les restes de Steven X. Nous sommes maintenant quelques années plus tard, en 1982. Jeffrey emménage chez sa grand-mère à West Allis, toujours dans le Wisconsin. Il y restera pendant 6 ans avant qu'elle ne lui ordonne de quitter la maison, suite à des comportements et odeurs étranges. Après s'être fait arrêter à plusieurs reprises pour exhibition sexuelle, viol sur mineur de 13 ans et condamné à 5 ans de prison avec sursis, il finit par déménager dans un nouvel appartement à Milwaukee. 1987. Jeffrey Dahmer tue Steven Tuomi dans un hôtel. Il s'agit de son deuxième meurtre, 9 ans après celui de Steven X. Dans une impunité totale, il tuera 7 autres personnes entre 1988 et 1990. Il entre alors dans le cercle très fermé des tueurs en série. Pour être qualifié de tueur en série, il faut remplir 2 conditions. Avoir commis au moins 3 meurtres, et ce à des moments différents, espacés de quelques jours, voire plusieurs années. Autant dire que Jeffrey Dahmer coche toutes les cases haut la main. Sa méthodologie est bien rodée. Il se rend dans un bar homosexuel, séduit un homme, souvent un afro-américain, le ramène chez lui pour avoir des rapports sexuels, le drogue et le tue avant de le découper en morceaux. Il lui arrive aussi d'injecter de l'acide chlorhydrique dans le crâne de ses victimes encore en vie pour les transformer en zombies. 27 mai 1991. Conérac Sintay Somphone, âgé de seulement 14 ans, est le prochain sur la liste. Avec le même mode opératoire, Jeffrey parvient à droguer, attacher et zombifier l'adolescent. Par miracle, Conérac se réveille. Bon, avec de gros maux de tête, mais c'est déjà pas mal. Il réussit à quitter l'appartement et à rejoindre la rue, tout en étant entièrement nu.
Sa chance l'ayant accompagné, il croise 3 femmes qui s'empressent d'appeler la police. Jeffrey les rejoint et tente de reprendre en main la situation, en expliquant aux policiers que Conérac est son compagnon de 19 ans et qu'ils se sont disputés. Et contre toute attente, ça marche. Les 3 femmes tenteront tant bien que mal de raisonner les policiers, en mettant en avant le fait qu'il est couvert de bleu, en sang, sous l'influence de drogue et qu'il ressemble vachement à un enfant. Malheureusement pour Conérac, l'acide dans son crâne l'empêche de s'exprimer et donc de se défendre. La chance l'ayant quitté, Jeffrey le ramène chez lui, le tue et le démembre. Les 2 policiers, John Balzerzak et Joseph Gabrich, par homophobie, racisme ou négligence, ont laissé l'adolescent se faire assassiner. Un simple contrôle d'identité leur aurait permis de réaliser que Jeffrey Dahmer avait été condamné pour viol sur mineur et que Conérac n'avait effectivement pas 19 ans. Ils seront licenciés en 1991, avant de faire appel et d'être réintégrés en 1994, avec en prime 55 000 $. « 22 juillet 1991, Tracy Edwards est la nouvelle victime de Jeffrey Dahmer. Après avoir regardé l'Exorciste 3, qui est moins bien que le 2, Jeffrey lui offre une boisson contenant des somnifères. Au même moment, une patrouille de police passe devant lui. Et fort heureusement, ce n'était pas John et Joseph à l'intérieur du véhicule. Tracy les accompagne à l'appartement de Jeffrey, et vous connaissez la suite. Février 1992. Le jugement de Jeffrey Dahmer commence, les familles des victimes s'adressent à lui. La colère, la détresse d'une femme face à l'assassin de son fils. Lui reste impassible comme si depuis le début, ce procès n'était pas le sien. Il est condamné 16 fois à la perpétuité pour meurtre, agression sexuelle, exhibitionnisme, cannibalisme et pédophilie. Oui, 16 fois à la perpétuité, qui veut dire à vie, au cas où ce serait un chat. J'ai fait ce que j'ai fait non pour des raisons de haine, je ne hais personne. Je crois que j'étais malade ou fou ou les deux. Je crois vraiment que je suis malade. Les médecins m'ont parlé de cette maladie, maintenant je suis en paix. La vérité est tout autre. Tous les médecins l'ayant examiné sont formels. Il n'était pas malade et avait complètement conscience de ses actes. Il est incarcéré à la prison de Columbia, à Portage dans le Wisconsin. Son séjour en prison ne l'empêche pas de se vanter de ses crimes auprès de ses codétenus. Pendant le repas, il s'amuse à reproduire des membres découpés avec sa nourriture et y mettre du ketchup pour faire l'effet du sang. Une attitude qui sera très mal vue par les autres prisonniers, dont notamment un certain Christophe Scarver. 1990. John P. Feyen fait signer une promesse d'embauche à Christophe Scarver. Malheureusement, Feyen se fait licencier et la promesse d'embauche est donc annulée, ce qui conduit Scarver sans emploi et à la rue. Le 1er juin, tenant Feyen pour responsable, il décide d'aller se venger. Pour l'intimider, il abat Steven Lohman, un ouvrier présent aux côtés de Feyen. Celui-ci, apeuré, signe un chèque de 3 000 $ à Scarver. Il sera arrêté et condamné à la perpétuité pour ce meurtre. 28 novembre 1994. Jeffrey Dahmer est affecté au même groupe de travail que Christophe Scarver pour le nettoyage du gymnase de la prison. Scarver demande à Jeffrey s'il est bien responsable des crimes dont on l'accuse. Un article de presse dans la main, une barre d'haltère dans l'autre. Jeffrey, innocemment, acquiesce tout en cherchant la sortie, sentant la tension monter. Mais Scarver l'en empêche, et le frappe violemment avec la barre, persuadé qu'il ne regrette pas ses crimes. Jesse Anderson, un autre détenu présent, sera aussi agressé. Anderson avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa femme. Il accusera 2 hommes noirs d'être coupables de l'assassinat. Un tueur en série qui s'en prenait principalement à des noirs, un meurtrier qui accuse des noirs, tué par un homme noir. Vous voyez le schéma ? Dahmer et Anderson seront transportés à l'hôpital. Mais l'un mourra dans l'ambulance, l'autre 2 jours plus tard, des suites de ses blessures. L'ironie pour Jeffrey, c'est d'avoir été tué avec une barre d'haltère, exactement comme lui l'avait fait 16 ans plus tôt avec sa première victime. La question légitime qu'on peut se poser, c'est comment 3 condamnés à la perpétuité se sont retrouvés seuls dans une prison ? Et la réponse est simple. Jeffrey Dahmer aura tué en tout 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991.
Après sa mort, des pasteurs évangéliques viendront exorciser son appartement, avant que son immeuble ne soit détruit. Le nom de la rue sera également changé, pour éviter qu'un culte n'y soit rendu. On peut blâmer ses parents pour leur manque d'implication durant son enfance, ou encore la police qui a négligé son travail. Mais la seule personne que Jeffrey Dahmer peut blâmer, c'est lui-même.